6 ans de ma vie. 6 ans de mauvais café, de faux sourires et de fierté ravalés si profondément que j'en sentais le goût jusque dans mes semelles. Et il n'aura fallu qu'un seul appel téléphonique, de la part d'un homme en peignoir un vendredi 13, pour y mettre fin. J'aimerais pouvoir dire que j'ai été surpris. Je ne l'ai pas été. Ce que j'étais, c'était prêt. Bienvenue à nouveau dans « La vraie vengeance d'un père ». Prenez de quoi grignoter, installez-vous confortablement et n'oubliez pas. Les gens dans ces histoires ont eu toutes les chances de bien se comporter. Ils ont juste fait le mauvais choix. Laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Vous allez adorer être ici. Laissez-moi revenir un peu en arrière, car cette histoire ne commence pas à Paris. Elle ne commence pas non plus par cet appel téléphonique. Elle commence par un après-midi pluvieux de mars, 2 ans avant tout cela, alors que j'étais plongé jusqu'au coude dans un classeur au 18 étage d'un centre d'affaires à Saint-Pétersbourg. Je cherchais un contrat de fournisseur égaré que Taïsia jurait avoir classé à la lettre P. Et moi, je jurais qu'elle l'avait classé à n'importe quelle lettre selon son humeur du jour. Je n'ai jamais trouvé le contrat. Ce que j'ai trouvé à la place, c'est une chemise cartonnée poussiéreuse, coincée derrière les dossiers suspendus, gonflée de documents qui n'avaient pas vu la lumière du jour depuis l'époque soviétique. L'onglet indiquait « Contrat de fondation et statut du partenariat d'investissement Garmonia Capitala, origine 1987 ». J'ai failli la remettre en place, presque. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à m'asseoir et à la lire. Peut être l'ennui. Ou peut être quelque chose de plus vieux et de plus colérique que l'ennui. Car voici le truc quand on travaille pour son beau-père, ce n'est pas seulement un emploi. C'est un rappel quotidien de la place exacte que vous occupez dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Et Aristarque avait été très clair dès l'instant où Miroslava nous avait présenté, il y a 17 ans, lors d'un dîner sur l'île Krestovski, j'étais un personnage secondaire dans la sienne. Quand Miroslava nous a présenté, il m'a toisé de haut en bas comme un homme inspecte une voiture d'occasion qu'il n'a pas demandé à essayer, et il a dit, alors, c'est lui que Miroslava cachait. Qu'est-ce que tu fais déjà, comme métier? Je lui ai dit que j'étais dans le conseil financier. Il a hoché la tête comme si j'avais dit que je collectionnais les timbres. C'était notre début. Ça ne s'est jamais vraiment amélioré. Alors oui, c'est être ce qui m'a poussé à lire ces statuts. 6 ans à me faire appeler, l'étudiant, par un homme de 78 ans qui a bâti toute son identité sur le fait de regarder les gens de haut, de n'importe quelle hauteur qu'il pouvait trouver. J'ai lu chaque page lentement. De la manière dont on lit quelque chose quand on sent que sa vie est sur le point de changer et qu'on ne veut pas rater un seul mot. J'ai failli le rater quand même. C'était enterré dans la section 14, sous-section B, habillé de ce jargon juridique conçu pour que vos yeux se voilent et passent à autre chose. Mais je l'ai lu 3 fois, puis une 4e, et à la 5e, je ne lisais plus. Je calculais. La clause disait ceci. Tout employé de Garmonia Capitala licencié sans cause documentée après pas moins de 5 ans de service continu à plein temps aura droit à une compensation en capital équivalente à 18% des parts de la société, évaluée au moment du licenciement. Je suis resté immobile pendant un long moment. Puis j'ai appelé Borislav. Répète ça, a dit Borislav. Nous étions dans un bar de la rue Rubinstein. 2 bières entamées, les touristes partis, le barman essuyant des verres à l'autre bout, comme s'il était payé pour être invisible. Dis-le plus lentement cette fois. Si Aristarque me vire sans motif après 5 ans de service continu, ai-je dit, j'obtiens 18% de la boîte. Borislav m'a fixé. Tu y es déjà depuis 4 ans. 4 ans et 2 mois. Il a pris sa bière, puis l'a reposée sans boire. Ratibor, ce n'est pas une clause. C'est un ticket de loterie. C'est mieux qu'un ticket de loterie. La loterie, c'est le hasard. Ça, je peux le contrôler. Comment, tu vas le forcer à te virer? À mes conditions. Après la 5e année. Borislav m'a regardé comme on regarde son meilleur ami quand on ne sait pas si on a affaire à un génie ou à un homme en pleine dépression très calme. Puis il s'est renversé dans sa chaise et a dit, « Est-ce que Miroslava le sait? Pas encore. Tu dois lui dire, Ratibor. Tu dois tout lui dire parce que s'il y a quelqu'un au monde qui a une raison de vouloir faire descendre ce vieux d'un cran ou 12, c'est bien elle. » Il n'avait pas tort. Et je pense que quelque part, au fond de moi, je le savais déjà. J'avais juste besoin de l'entendre à voix haute. Voici ce que vous devez comprendre sur Miroslava avant que j'aille plus loin, car cette histoire lui appartient autant qu'à moi. Miroslava a 44 ans. C'est la personne la plus vive que j'ai jamais rencontrée. Plus vive que n'importe quel analyste du 18 étage. Plus vive qu'Ania Lazareva qui a fait son droit à l'université d'État et ne laisse personne l'oublier. Plus vive qu'Aristarque lui-même, bien qu'il préférait avaler du verre pilé plutôt que de l'admettre. Elle a les yeux de sa mère et le cerveau de son père. Et elle a passé la majeure partie de sa vie d'adulte à être reconnaissante pour l'un et secrètement furieuse pour l'autre. Aristarque a épousé Evdokia en 1974. De la vie générale, les premières années furent correctes. Mais Aristarque avait une façon de voir ses pires défauts grandir à mesure qu'il s'enrichissait. À l'époque où Miroslava avait 12 ans, la maison n'était pas un endroit où il faisait bon vivre. Aristarque ne frappait pas. Il était trop contrôlé pour cela, trop soucieux de son image.
Ce qu'il faisait était plus cruel et plus difficile à prouver. Le genre de cruauté qui niche dans le ton de la voix et dans la manière spécifique qu'un homme a de faire sentir à une femme qu'elle est un fardeau, simplement en la regardant. Il coupait la parole à Evdokia lors des réceptions. Il la reprenait devant les invités. Il la gérait comme il gérait son portefeuille, surveillant chaque dépense, remettant en question chaque décision, la faisant se sentir comme un passif qu'il choisissait généreusement de porter. Miroslava voyait tout. Chaque dîner, chaque mépris, chaque moment de silence où les épaules de sa mère s'affaissaient d'un centimètre avant qu'elle ne s'excuse et ne quitte la table pour ne revenir que 20 minutes plus tard. Evdokia est finalement partie quand Miroslava avait 19 ans. Elle a fait 2 valises un mercredi matin pendant qu'Aristark était au bureau, a conduit jusqu'à la maison de sa sœur et a demandé le divorce 3 jours plus tard. La réponse d'Aristark fut de jouer l'homme blessé en public et d'être procédurier en privé. Le règlement a pris 2 ans et a coûté à Evdokia plus qu'il n'aurait dû, parce qu'Aristark avait les avocats, la patience et une absence totale de culpabilité. Miroslava ne lui a jamais pardonné. Pas totalement. Pas de la façon dont les pères dans les films sont pardonnés au 3e acte avec un discours et une étreinte. Le pardon qu'Aristark a reçu de sa fille était de nature fonctionnelle. Le genre qui vous permet de vous asseoir en face de quelqu'un à table sans saisir votre fourchette pour la mauvaise raison. Elle maintenait la relation parce qu'Evdokia le lui demandait et parce qu'elle comprenait que couper les ponts lui coûterait plus cher qu'à lui. Mais elle n'a jamais oublié, et elle n'a jamais arrêté de compter les points. C'est pourquoi, lorsque je me suis assis en face d'elle à notre table de cuisine avec les statues étalées entre nos tasses de café et que je lui ai expliqué la section 14, sous-section B, elle n'a pas sursauté. Elle n'a pas paniqué. Elle ne m'a pas demandé si j'étais sûr de moi. Elle l'a lu 3 fois, plus lentement que moi. Puis elle a levé les yeux. Il n'a jamais lu ces documents une seule fois, n'est-ce pas? Ce n'était pas une question. Il a hérité de la boîte, ai-je dit. Il a hérité de tout. Il n'a jamais eu à se battre pour quoi que ce soit. Quelque chose a traversé son visage. Pas de la colère exactement. Quelque chose de plus vieux que la colère, de plus patient. Il a fait en sorte que ma mère se sente comme une moins que rien pendant 20 ans, a-t-elle dit doucement. Il m'a fait sentir que je m'étais marié en dessous de ma condition parce que j'avais choisi quelqu'un qu'il n'avait pas choisi. Il t'appelle l'étudiant depuis 6 ans, Ratibor. 6 ans. Elle a baissé les yeux sur le document. De quoi as-tu besoin de ma part? Voici ce qu'il faut comprendre à propos d'Aristark. Il a 78 ans, est bâti comme un homme qui fut autrefois imposant et n'a jamais mis à jour l'image qu'il a de lui-même depuis. Il a une chevelure blanche fournie qu'il entretient avec dévouement, un bronzage permanent dû à ses week-ends sur son bateau, et la poignée de main d'un homme qui croit que la fermeté communique la dominance. Il a hérité de Garmonia Capitala de son propre père, l'a fait fructifier pendant le meilleur marché boursier de l'histoire, et vit sur cet accomplissement depuis lors. Il regarde tout le monde de haut. Pas occasionnellement, pas selon la situation structurellement. C'est un comportement porteur pour lui. Il a besoin de quelqu'un en dessous de lui comme un bâtiment a besoin de fondation. Il m'a nommé vice-président des opérations parce qu'il avait besoin de quelqu'un à blâmer quand les choses tournaient mal. Il m'a donné un bureau d'angle parce que Miroslava a insisté lors d'un dîner de famille et qu'il ne pouvait pas dire non devant le fantôme d'Evdokia, c'est, à dire l'idée de ce qu'Evdokia en penserait. Il m'a appelé, l'un des bons, lors de la fête de Noël de l'entreprise devant 43 personnes et a pensé qu'il était généreux. L'homme n'avait aucune idée de ce qui couvait entre ses propres murs. Le plan exigeait 2 choses, de la patience et de la provocation. Je devais terminer ma 6e année avec un dossier documentaire impeccable tout en me rendant juste assez irritant pour que le doigt d'Aristark sur la gâchette reste chaud. Pas assez pour justifier un motif de licenciement, juste assez pour le faire bouillir. Miroslava appelait cela de l'aggravation stratégique. J'appelais cela la performance la plus épuisante de ma vie. Pendant 2 années entières, j'ai tout fait correctement sur le papier et tout de travers pour l'instinct d'Aristark. Je remettais ses décisions en question lors des conseils d'administration, poliment, avec des données à l'appui, ce qui est d'une certaine manière pire que de l'impolitesse pour un homme comme lui. Je mettais Ania Lazareva en copie de courriel qu'Aristark aurait préféré garder informel. Je prenais mon heure de déjeuner complète chaque jour. J'ai arrêté de rire à ces histoires de golf. J'ai commencé à arriver à 9 piles et à partir à 17 piles, ce qui, dans le monde d'Aristark, était pratiquement une lettre de démission qu'il ne pouvait techniquement pas accepter. Tu as été différent ces derniers temps, m'a dit Aristark un matin, faisant tourner son café comme un homme qui aurait vu trop de films sur les gens puissants. Quelque chose en tête, l'étudiant? Juste concentré sur les chiffres, ai-je dit. Ils ont l'air solides. Il n'a pas aimé cette réponse. Il voulait que je sois déstabilisé. Je lui ai offert de la compétence, et la compétence le rendait plus furieux que n'importe quoi d'autre. Je ne le savais pas encore, mais Rostislav, le vice-président et l'ombre personnelle d'Aristark, avait déjà commencé à lui murmurer à l'oreille que je m'étais trop installé, que je préparais quelque chose. Je l'ai appris plus tard par Taïsia, qui entendait tout et ne disait rien, ce qui faisait d'elle la personne la plus puissante du 18 étage. Puis vint l'idée de Paris. C'est Miroslava qui l'a suggéré, car c'était la seule façon pour que cela fonctionne.
Elle l'a évoqué lors d'un dîner dominical chez Aristarque, le genre de maison qui a un nom au lieu d'une adresse. Et elle l'a fait comme elle faisait tout, sans drame, sans prévenir, juste en le lâchant dans la conversation comme une pierre dans une eau calme. Ratibor n'a jamais pris de vraies vacances, a-t-elle dit en remplissant son verre d'eau. 6 ans, pas même un long week-end. Je veux que nous allions à Paris. 2 semaines. Xenia, la femme numéro 2 d'Aristarque, une femme plaisante qui avait appris vite à ne pas avoir d'opinion à table, parut ravie. Oh, comme c'est romantique. Aristarque coupait son steak. 2 semaines, c'est long pour s'absenter. Les RH ont confirmé qu'il a 31 jours de vacances inutilisés, a dit Miroslava. Anya a déjà signé. Totalement approuvé. Elle m'a regardé. Pas vrai? Totalement approuvé, ai-je dit, avant de prendre une gorgée de thé. Aristarque m'a regardé à travers la table, assez longtemps pour communiquer quelque chose qu'il ne pouvait pas dire tout haut. J'ai soutenu son regard juste assez pour être à l'aise, et pas assez pour que ce soit un défi. Il est revenu à son steak. Amusez-vous bien, a-t-il dit, comme si cela lui coûtait. Cela lui coûtait tout. Il ne le savait juste pas encore. Nous avons atterri à Paris le vendredi 6 juin. Miroslava et moi nous tenions sur le balcon de notre hôtel près de la Seine, elle a entrechoqué son verre de vin contre le mien et a dit, « Combien de jours ?»« 8, ai-je dit. Ensuite, il appelle. « Tu es sûr ?» Borislav lui donnait 72 heures avant qu'il ne puisse plus le supporter. Je lui ai donné 8 jours. Je le connais mieux. Elle a souri le vrai sourire. Celui que 6 ans de dîners dominicaux avec Aristarque avaient rendu assez rare pour que j'en tienne le compte. Le 2e jour, j'ai envoyé à Aristarque une photo de la tour Eiffel. Légende, ville incroyable. Je recommande vivement. Pas de réponse. Le 4e jour, j'ai demandé à Taïsia de repousser 3 réunions à la semaine suivante, sachant que l'information remonterait d'Aristarque via Rostislav comme l'eau trouve son niveau. Le 6e jour, Miroslava a envoyé à Xenia une vidéo d'un restaurant sur un toit. Xenia l'a envoyé à Aristarque dans l'heure. Elle le fait toujours. Le 8e jour était le vendredi 13 juin. J'étais sur le balcon, café à la main, regardant Paris s'éveiller quand mon téléphone a sonné. J'ai regardé l'écran, puis à travers la porte vitrée Miroslava assise sur le lit. Elle a levé les yeux et a hoché la tête une fois. J'ai répondu. Aristarque, I edit. Qu'est-ce que tu fous, bordel? Cette voix, 30 ans d'employé s'était flétrie sous cette voix. Rostislav me dit que tout ton département tourne en pilotage automatique. J'ai 3 appels clients repoussés sans mon accord et toi tu es en France en train de bouffer. Quoi, des croissants? Je l'ai laissé courir presque jusqu'à la fin. Aristarque, Némé. Je suis le PDG de cette boîte et je l'ai bâtie à partir de rien. C'était faux, mais ce n'était pas le moment. Et je ne tolérerai pas que. Tu rentres ce soir. Tu m'entends? Ce soir ou ne prends même pas la peine de revenir. C'est fini. On n'a pas besoin de quelqu'un qui disparaît quand le vrai travail commence. Comportement de paresseux, l'étudiant. J'ai toujours su que tu n'avais pas ce qu'il fallait. J'ai ri. Pas un petit rire poli. Un vrai rire. Profond, sincère, un rire mûri pendant 6 ans qui remontait de là où Aristarque avait appuyé pendant très longtemps. Puis j'ai raccroché. Miroslava était dans l'embrasure de la porte. Il l'a dit? Il l'a dit. Tout. Elle s'est approchée, a pris le café de mes mains, en a bu une gorgée et me l'a rendu. Dehors, la Seine coulait comme elle l'avait toujours fait, lente, imperturbable, indifférente au royaume des petits hommes. Et maintenant? A-t-elle demandé. J'ai regardé la ville une dernière fois. Paris au matin, doré et ancien, totalement désintéressé par Aristarque, son royaume de 30 ans ou ce qu'il était en train de jeter à travers son bureau sur l'île Krestovski. Maintenant, nous finissons nos vacances, ai-je dit. Et ensuite nous rentrons à la maison et nous prenons tout ce qui a toujours été à nous. Il nous restait 8 jours. Aucun de nous n'en a gaspillé un seul. Il y a un type spécifique de silence qui accueille un homme qui vient d'être viré au téléphone à Paris et qui a choisi de finir ses vacances quand même. Je le sais parce que je suis rentré à Saint-Pétersbourg le dimanche 15 juin. Et ce silence m'a accueilli à la récupération des bagages, m'a suivi jusqu'à la voiture et a fait le trajet sur le siège passager tout le long de la route, comme un autostoppeur qui savait exactement où nous allions. Miroslava conduisait. Elle conduit toujours quand quelque chose d'important se passe. Elle dit que ça la calme. Je soupçonne que c'est parce qu'elle aime contrôler le véhicule quand le monde extérieur est sur le point de s'enflammer. « Tu es prêt ?» a-t-elle demandé en s'engageant sur le quai. « Je suis prêt pour ça depuis 2 ans. » Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Je l'ai regardé. « Oui, ai-je dit. »« Je suis prêt. » Elle a hoché la tête et n'a plus rien dit, mais sa prise sur le volant s'est desserrée légèrement, et je l'ai remarqué, bien que je n'en ai rien dit non plus. C'est le travail de 20 ans de mariage. Nous ne sommes pas allés au bureau ce jour-là. Le dimanche était fait pour déballer, se regrouper et laisser Aristarque mariner dans ce qu'il avait préparé depuis vendredi. J'avais appris en 6 ans que la chose la plus puissante que l'on puisse faire à un homme qui a besoin de contrôle est de lui offrir le silence. Pas d'appel, pas de courriel, pas de supplication, juste rien. Et le vide pour un homme comme Aristarque est absolument assourdissant.
Borislav est passé ce soir-là avec une bouteille de bon cognac et l'énergie d'un homme qui attendait depuis 8 jours un compte-rendu complet. Raconte-moi tout, a-t-il dit, s'installant dans mon fauteuil comme s'il lui appartenait. Commence par l'appel. C'est ce que j'ai fait. Et quand j'en suis arrivé au moment où Jerry est raccroché, Borislav s'est couvert le visage des deux mains et a émis un son entre le gémissement et la prière. Tu as raccroché au nez d'Aristark, a-t-il dit. Absolument, au milieu d'une phrase. Techniquement, juste avant la fin d'une phrase. Oui. Il a regardé Miroslava. Il est toujours comme ça? Depuis 20 ans, a-t-elle dit en se servant un verre. On s'y habitue. Borislav a levé son verre à la section 14, sous-section B. Nous avons bu à cela, tous les trois. Et pendant environ 45 minutes, assis dans notre salon, alors qu'une douce soirée de juin s'installait dehors, tout semblait presque trop simple. Je ne le savais pas encore, mais le simple allait prendre un congé prolongé. Lundi 6 juin, premier jour du reste de la vie d'Aristark, même s'il ne le savait pas encore. J'ai mis mon meilleur costume, le gris anthracite que Miroslava avait choisi il y a 3 Noëls et qu'Aristark avait un jour qualifié de 2, un peu trop pour le bureau, et je me suis rendu en ville. Je me suis garé à ma place habituelle, je suis monté au 18 étage et j'ai franchi les portes vitrées de Garmonia Capitala. À 8h59 pile, la réception est devenue silencieuse comme un restaurant sauté quand quelqu'un de connu entre mais que personne ne veut être le premier à parler. Lola Crane, ma secrétaire, était à son poste. Elle a levé les yeux, et son regard a exprimé 3 choses en succession rapide, le soulagement, la panique, puis le masque professionnel qu'elle avait mis 15 ans à perfectionner. « Bonjour, Lola », ai-je dit. « Monsieur Ratibor », a-t-elle répondu prudemment. « Je n'étais pas sûr que nous vous verrions aujourd'hui. »« Pourquoi donc ?» Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, a jeté un coup d'œil vers le bureau d'angle d'Aristark. « Monsieur Aristark a convoqué une réunion des chefs de département à 9h. »« Parfait », ai-je dit. « J'adore les réunions de chefs de département. J'y suis allé quand même. » La salle de conférence au 18 étage a des fenêtres du sol au plafond avec vue sur la Neva, une vue magnifique que personne ne regarde jamais car Aristark remplit chaque pièce où il entre comme un orage remplit le ciel. Il se tenait en bout de table quand je suis entré, lunettes de lecture sur le nez, une pile de papier devant lui, affichant ses 78 ans tout en refusant d'en reconnaître un seul. Rostislav était à sa gauche. Preston toujours placé un siège plus près d'Aristark que les autres étaient à sa droite. Ksenia Sokolova, le vote décisif du conseil et la seule personne dans cette pièce dont l'opinion comptait vraiment à long terme, était à l'autre bout, faisant défiler son téléphone avec un désintérêt concentré. Il y avait 7 personnes dans la pièce. Il y en eut 8 quand je suis entré. Aristark a levé les yeux. Et voici ce que je veux que vous compreniez à propos de ce moment, l'homme n'a pas bronché. 78 ans d'autorité absolue lui avaient donné un visage qui n'enregistrait simplement pas la surprise de manière visible. Ce qui a traversé son expression à la place était quelque chose de plus lent et de plus délibéré, un recalibrage, comme un joueur d'échecs qui vient de voir son adversaire faire un coup inattendu et décide s'il doit être impressionné ou en colère. Il a choisi la colère. Il choisissait toujours la colère. Ratibor, a-t-il dit, du ton dont on prononce le nom d'un chien qui vient de ronger sa laisse. Aristark, ai-je répondu, du ton dont on prononce le nom d'un homme qui ne sait pas qu'il a déjà perdu. Je me suis assis, me suis servi dans la cafetière au centre de la table, et j'ai versé lentement. Personne n'a dit un mot. Rostislav regardait son bloc-notes avec l'intensité d'un homme essayant de communiquer par télépathie qu'il ne voulait prendre aucune part à ce qui allait se passer. « Tu as été licencié », a dit Aristark doucement, ce qui était d'une certaine manière pire que s'il avait crié. Au téléphone, ai-je précisé, pendant que j'étais en vacances approuvées. Oui, j'ai pris une gorgée de café. C'est bon. On a changé de mélange? Ce n'est pas le moment de. A commencé Rostislav. Rostislav, a dit Aristark, et Rostislav s'est tu immédiatement. Aristark gardait les yeux sur moi. Tu as été licencié. Cela signifie que tu ne travailles pas ici. Cela signifie que ce n'est pas ta réunion, et que ce n'est pas ton café. Et j'aimerais que tu. Et moi, j'aimerais parler à Agnia, ai-je dit. Silence. Agnia Lazareva, ai-je clarifié, comme s'il y avait plusieurs Agnia et que je voulais être précis. Votre conseil juridique en chef. J'aimerais la voir ce matin. J'ai quelques questions sur mon départ. Des questions RH. Des choses de routine. J'ai prononcé le mot « routine » de la manière dont on parle de quelque chose qui n'est absolument pas routinier. Aristark m'a fixé pendant un long moment. Sa mâchoire faisait ce mouvement, ce lambroyage que Miroslava m'avait décrit. Il faisait cela depuis qu'elle était enfant, généralement juste avant que quelque chose dans la maison ne devienne très bruyant ou très froid. « Sors de mon immeuble », a-t-il dit. « Bien sûr », ai-je répondu en me levant et en boutonnant ma veste. « Dis à Agnia que je serai au café en bas. Elle sait où c'est. » J'ai regardé autour de la table. Ravi d'avoir revu tout le monde. Ksenia, j'adore ce blazer. Ksenia Sokolova a serré les lèvres très fermement pour dissimuler ce qui aurait pu être un sourire.
Je suis sorti. Derrière moi, j'ai entendu Aristark dire quelque chose à Rostislav d'une voix comme du gravier sous un talon de botte, et j'ai entendu Rostislav s'agiter, et je suis allé à l'ascenseur pour presser le bouton du rez-de-chaussée. Ania Lazareva a appelé à 11h47. J'en étais à mon deuxième café. Ratibor, a dit Ania. Elle avait la voix d'une femme qui avait annoncé de mauvaises nouvelles tant de fois que c'était devenu neutre. Je pense que nous devons nous voir. Je l'ai suggéré ce matin. Je sais. Une pause. Pas ici, pas au bureau. Cette pause m'a tout dit. Ania Lazareva était l'avocate d'Aristark de la même manière qu'un chirurgien est le médecin d'un hôpital, loyauté professionnelle intacte, mais ultimement régie par un code qui supplante l'employeur. Et quelque chose dans cette pause m'a dit qu'elle avait passé sa matinée à lire des documents qu'elle n'avait pas lus auparavant. Plus précisément, je soupçonnais un contrat de fondation de 1987. Tu as fait un peu de lecture, ai-je dit. Autre pause. Plus longue. Où es-tu? Au café du coin, j'y serai à 13h00. Elle a raccroché. Ania est arrivée à 13h pile. Elle avait 51 ans, élégante, portant une veste couleur nuage d'orage et tenant un porte-document en cuir dont j'étais absolument certain qu'il contenait une copie imprimée de la section 14, sous-section B. Elle s'est assise en face de moi, a commandé de l'eau, a regardé mon café et n'a rien dit. Tu l'as lu, ai-je dit. Quand l'as-tu trouvé? A-t-elle demandé. Il y a 2 ans. Elle a fermé les yeux brièvement. 2 ans. Mars. Après-midi pluvieux. Classeur. 18 étages. Elle a ouvert le porte-document. Il était là, imprimé, surligné en jaune, avec des notes marginales manuscrites en cursif serré. Elle l'a tourné vers moi-même si nous savions tous les deux que je le connaissais par cœur. Tu comprends ce que tu réclames, a-t-elle dit. 18% de Garmonia Capitala, ai-je dit, évalué au marché actuel, ce qui, vu l'acquisition de Bel Air le trimestre dernier, place la société quelque part au-dessus d'eux. Je sais ce qu'elle vaut, Ratibor. Alors tu sais ce que valent 18%. Elle m'a regardé fixement. Il va se battre. Je sais. Il a des ressources. Il a des avocats au-delà de moi. Il va rendre cela laid, long et coûteux. Je le sais aussi. Et tu es prêt pour ça? Je me suis penché en avant. Ania, j'ai trouvé cette clause il y a 2 ans. J'ai passé 2 ans à bâtir un dossier d'emploi impeccable. J'ai documenté chaque évaluation de performance, chaque félicitation, chaque absence approuvée. J'ai 6 ans de service propre, inattaquable, et un licenciement qui a été délivré verbalement lors d'un appel international sans aucune cause documentée à un employé en vacances approuvé. Je me suis rassis. Je ne suis pas seulement prêt. Je suis déjà emballé et j'attends devant la porte. Ania m'a regardé pendant un long moment. Puis elle a fait quelque chose que je n'attendais pas, elle a expiré longuement. Il t'a viré pendant que tu étais à Paris, a-t-elle dit. Pas une question, plus comme si elle l'enregistrait quelque part. Vendredi 13, ai-je dit. Au 8e jour de vacances de 2 semaines approuvées, parce que je lui ai envoyé une photo de la tour Eiffel et que je n'ai pas fait allégeance assez vite. Quelque chose a traversé le visage d'Ania, quelque chose qui n'avait rien à voir avec le droit. Il a traité ma mère de passif financier, a-t-elle dit doucement, presque pour elle-même. Pendant le litige du comte Hendrik, devant toute l'équipe. Elle a levé les yeux. J'ai travaillé pour cet homme pendant 11 ans. Je n'ai rien dit. J'ai juste laissé le silence faire son œuvre. Elle a fermé le porte-document. Tu vas avoir besoin d'un conseil extérieur. Je ne peux pas te représenter. Conflit d'intérêts évident. Mais je sais qui tu devrais appeler. Elle a sorti une carte de visite de son porte-document et l'a fait glisser sur le bar. Elle est bonne, plus que bonne, et elle va absolument adorer ce dossier. J'ai pris la carte. Une dernière chose, a dit Ania en se levant. Le conseil se réunit jeudi, session trimestrielle régulière. Ksenia Sokolova préside le comité de gouvernance. Elle a soutenu mon regard exactement une seconde de plus que nécessaire. La présence est ouverte à tout actionnaire actif. Puis elle est sortie. J'ai appelé Miroslava. Ça avance, ai-je dit. À quelle vitesse? J'ai regardé par la fenêtre la Neva brune, lente et plus vieille que tous les problèmes qu'Aristark avait jamais créés. Plus vite qu'il ne pourra suivre, ai-je répondu. À l'autre bout, ma femme a ri, un vrai rire. Et quelque part à l'autre bout de la ville, dans un bureau d'angle, j'étais prêt à parier que la mâchoire d'Aristark broyait du noir à nouveau. Bien. Laisse-la broyer. Jeudi était dans 4 jours. Le jeudi arriva tranquillement. J'étais debout à 5h30, vêtu du costume anthracite. Miroslava est descendue à 6h, a versé 2 tasses de café. C'est aujourd'hui, a-t-elle dit. C'est aujourd'hui, ai-je répondu. Nous avons bu en silence. C'était le moment où nous nous sentions le plus mariés en 20 ans de vie commune. Je suis arrivé à 8h40 avec mon avocate extérieure, Zlatoslava Ri, recommandée par Ania. 53 ans, 38 victoires sur 41 dossiers, le genre de femme qui entre dans une pièce comme si elle en connaissait déjà la fin. Nous avons pris l'ascenseur jusqu'au 18 étage.
Lola Crane a levé les yeux, nous a vus, et a tendu la main vers son téléphone. Ne te donne pas cette peine, ai-je dit. Nous connaissons le chemin. Aristarque était en bout de table de conférence. Zlatoslava a distribué 12 copies reliées de la section 14, sous-section B. La pièce a lu. La pièce est devenue silencieuse. La mâchoire d'Aristarque a commencé son broyage. C'est un coup monté, a-t-il dit. C'est une clause, monsieur Aristarque, a dit Zlatoslava du ton d'une institutrice de maternelle. Une clause juridiquement contraignante dans votre propre document fondateur. Monsieur Ratibor a été licencié sans cause documentée après 6 ans et 4 jours de service. Le seuil était de 5 ans. Le calcul n'est pas compliqué. Je veux Ania ici. La porte s'est ouverte. Ania Lazareva est entrée et s'est assise exactement au milieu de la table, ni du côté d'Aristarque, ni du mien. Ce qui a tout dit à l'Assemblée. Dis-leur que ce n'est pas applicable, a ordonné Aristarque. Ania a levé les yeux. La clause est applicable. J'ai passé 3 jours à chercher un moyen de te dire le contraire, et je n'en ai pas trouvé. Elle l'a dit comme un médecin annonçant une mauvaise nouvelle. Je suis désolé. Quelque chose a traversé le visage d'Aristarque, l'expression spécifique d'un homme qui vient de manquer d'espace. Il s'est tourné vers moi et a commis l'erreur que les hommes comme lui font toujours, il est passé aux attaques personnelles. Tu n'as jamais eu ta place ici, a-t-il dit, bas et contrôlé. Je t'ai donné un job parce que ma fille me l'a demandé. Tu n'as été qu'un passager depuis le premier jour, un passager bien habillé et ingrat. Et tu veux te tenir là et réclamer 18% de quelque chose que tu n'as absolument pas contribué à bâtir? Papa. Toutes les têtes se sont tournées. Miroslava était au fond de la pièce. Elle avait été là pendant toute la réunion, assise tranquillement. Elle s'est levée, a ajusté sa veste et a marché vers le centre de la pièce. Le visage d'Aristarque s'est décomposé. J'ai regardé maman s'excuser et quitter la table pendant 7 ans, a-t-elle dit, calme et égale. Chaque dimanche, elle revenait 20 minutes plus tard avec les yeux trop brillants. Et toi, tu continuais à parler comme si elle n'avait pas assez d'importance pour que tu t'arrêtes au milieu d'une phrase. Elle s'est arrêtée à 1,50 m de lui. Je l'ai vue faire 2 valises et partir parce que rester était devenu quelque chose qu'elle ne pouvait plus faire physiquement. Et ensuite, tu as passé 2 ans à la punir pour cela. Elle a regardé son père comme on regarde quelque chose que l'on a enfin décidé de poser. Tu as donné ce job à Ratibor par pitié, tu l'as appelé l'étudiant pendant 6 ans et tu as dit devant une salle pleine de gens qu'il était l'un des bons comme s'il avait besoin de ta validation pour Tu as bâti cette boîte sur l'argent de ton père et la dignité de tes employés, et aujourd'hui cela t'a coûté tout ce que tu as parce que tu as viré ton gendre depuis Paris un vendredi 13 parce qu'une photo de la tour Eiffel a blessé ton ego. Elle a marqué une pause. Je t'aime parce que tu es mon père. Je n'ai jamais été fier de qui tu es. Elle est retournée à sa place. Ksenia Sokolova s'est raclé la gorge. Tous ceux qui sont en faveur de la reconnaissance de la demande en capital de M. Ratibor selon la section 14, sous-section B? 7 mains se sont levées. Aristarque est resté assis en silence. C'était terminé pour lui. Le reste s'est passé avec un poids accumulé. Taïsia est entrée dans le bureau de Zlatoslava le vendredi matin avec un dossier vieux de 4 ans. À la fin de cette semaine, 11 anciens employés s'étaient manifestés, licenciement abusif, environnement de travail hostile, discrimination. Les frais juridiques d'Aristarque s'accumulaient quotidiennement. Le conseil l'a démis de ses fonctions le jeudi suivant. Il a résisté à vendre ses parts pendant 2 semaines, puis il a arrêté, parce que la fierté coûte cher. Il a vendu ses parts à Ksenia Sokolova discrètement. Pas de cérémonie, juste une signature. J'ai vendu mes 18% à Ksenia 2 semaines plus tard. Borislav m'a demandé pourquoi. Je lui ai donné la même réponse à chaque fois, je n'ai jamais voulu l'entreprise. Je voulais la clause. Je voulais qu'un homme qui avait passé sa vie à faire en sorte que les gens se sentent petits s'assoie enfin au même niveau que tous ceux qui le regardaient de haut. C'était chose faite. Tout le reste n'était que de la paperasse. Le montant payé par Ksenia était plus que suffisant. Miroslava et moi nous sommes assis à la table de la cuisine une dernière fois. Où? A-t-elle demandé. Quelque part où l'on ne connaît pas son nom, ai-je dit. Elle a regardé les arbres et le jardin. Puis elle a posé sa tasse. Je vais commencer les valises, a-t-elle dit. Nous étions partis en août. Evdokia a appris toute l'histoire au téléphone. Sa mère est restée silencieuse un moment, puis elle a dit « J'ai toujours su que cet homme finirait par manquer de gens prêts à se faire petit pour lui. » Borislav appelait tous les dimanches. Un soir, il m'a demandé si ça me manquait. J'ai pensé aux 18 étages, aux costumes, aux classeurs. Pas même un peu, ai-je répondu. Certains hommes passent toute leur vie à bâtir des royaumes. Aristarque en a bâti un pendant 30 ans et l'a perdu parce qu'il a insulté son gendre depuis Paris et n'a pas pu finir sa phrase avant que la ligne ne soit coupée. 6 ans d'étudiant, une clause, un homme patient, et une femme qui comptait les points depuis qu'elle avait 12 ans et n'avait jamais perdu le compte. Si vous avez aimé cette histoire, rejoignez notre communauté en cliquant sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour plus d'histoires réelles, brutes et centrées sur la famille. Et comme toujours, merci de faire partie de la sphère.